Oui, tout le monde n'est pas carriériste. Simon Sinek aussi a fait une vidéo qui disait exactement ça. Tout le monde n'est pas carriériste parce qu'on n'a pas tous la même relation avec notre travail. Quelque chose qu'on n'a pas bien compris sur le monde du travail, c'est souvent, on va laisser notre travail se servir de nous ou nous utiliser, tandis que notre travail devrait être au service de notre vie. Bienvenue dans la tribune pour le peuple, l'espace où la parole se libère. Aujourd'hui, nous recevons Laura Parent, conférencière, formatrice et experte en vie professionnelle et en épanouissement des carrières. Bonjour Laura. Bonjour Jean-Luc, ça me fait plaisir d'être ici. Merci de m'avoir invité. Moi également. Tu es leader d'opinion sur le monde du travail. Laura, tu partages également de meilleurs conseils et des stratégies afin d'aider les personnes en quête de sens, des réorientations et des développements professionnels, ainsi que ceux confrontés à un environnement de travail toxique. Ensemble, aujourd'hui, nous allons explorer les coulisses du monde du travail, les défis de carrière, les choix de vie et surtout les clés pour s'épanouir dans sa voie. Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Ça va bien? Je suis très contente d'être ici. Ça va très bien, très, très bien. J'ai mon café, j'ai tout ce qu'il me faut. Bienvenue dans la tribune pour le peuple. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, je t'ai présenté, oui, mais je pense que toi, tu as la meilleure des présentations. Oui, en fait, c'est une bonne question. Je crois que je me présente jamais de la même manière quand on me demande de me présenter d'une fois à l'autre. Parce que j'ai, comme on discutait tout à l'heure avant l'enregistrement, je me suis façonné une carrière sur mesure. Donc, j'ai de la difficulté à nommer en un titre ce que je fais. Mais c'est pour ça que j'utilise souvent experte vie professionnelle. Ou sinon, je vais plus me décrire avec ma mission parce que tout ce que je fais vient répondre à une mission de service où est-ce que je veux aider les gens à se sentir bien et épanouis au travail. Aussi simple que ça. Donc, que ce soit des gens qui ont des remises en question, comme, en fait, c'est tellement normal d'avoir des remises en question. Donc, la plupart des gens vont vivre, du moins une fois dans leur carrière, une grande période de remise en question. Que ce soit des gens qui font face à un environnement toxique ou un boss toxique, que ce soit des trucs pour peut-être reprendre en main leur carrière, que ce soit d'avoir plus confiance en soi, qui, à mon avis, est une clé dont on ne parle pas suffisamment, qui est souvent à la source de beaucoup de problèmes qu'on vit dans notre milieu de travail. Donc, bref, tout ce qui touche le bien-être des travailleurs, c'est vraiment ce qui me passionne et tout ce que je fais, c'est pour répondre à cette mission-là. Tu as toujours voulu être dans ce domaine? Pas du tout. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que des fois, tant qu'on ne connaît pas un domaine, on ne peut pas savoir que c'est ça notre rêve. Et moi, c'est typiquement ça, mon histoire. C'est puis je peux déjà rentrer là-dedans parce qu'en fait, je trouve que c'est en racontant un peu mon parcours, ça vient peut-être aider d'autres gens dans leur parcours ou dans leur réflexion par rapport à leur passé ou leur futur. Mais moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à savoir qu'est-ce que j'allais faire plus tard. J'avais pas cette illumination-là que quelques enfants ont des fois de « moi, je sais que je vais être coiffeur. Moi, je sais que je veux être acteur, actrice. Moi, je sais que je veux être policier, policière. » Ou ces métiers-là, du moins, qui sont plus connus, sur lesquels on a plus de visibilité. Et moi, bien que j'avais quelques indices, j'avais pas cet appel-là qui était clair. Donc, ça a été très dur pour moi quand est venu le temps de choisir une profession ou quel programme au cégep ou tout ça. J'avais beaucoup de difficultés à faire un choix. Puis finalement, j'ai fait un choix en raison, je crois, je me suis analysée par la suite. Je pense pas que c'était conscient à ce moment-là, mais pour le confort, pour la sécurité, pour ce qui était familier. Pour moi, j'ai choisi l'administration parce que mes deux parents ont choisi l'administration. Ça leur a permis d'avoir une belle vie, une vie, disons, complète, une vie épanouie où est-ce qu'il y avait beaucoup de temps avec leur famille. Ça, pour moi, c'était hyper clair. Donc, même si j'avais pas d'enfant à 16 ans, je savais que je voulais une famille, je savais que je voulais être là pour ma famille et avoir du temps pour eux. Et c'était surtout ça, mon focus. Donc, j'ai vraiment été une étape à la fois. Donc, étudier en administration, commencer mon travail en marketing. Et je pense que c'est en essayant puis en expérimentant que là, on va soit frapper un mur ou soit avoir des indices ou des
des espèces de flashs de « Oh, non, ça marche pas du tout. Je suis pas à la bonne place. C'est pas ce que j'étais supposée faire. » Et moi, c'est ce qui est arrivé très, très rapidement. Comme presque la première heure que j'ai commencé, c'est comme si quelque chose que je peux pas expliquer, puis je pense que tout le monde a des croyances différentes. Moi, je suis une personne qui est spirituelle, mais je sais que mon intuition a crié haut et fort, c'est pas ça que tu es supposé faire. Le marketing, c'est pas ta destinée. C'était hyper clair. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On a étudié toute notre université on a choisi un domaine, on s'est investi. On va pas abandonner à la première pensée d'une intuition qu'on sait même pas c'est quoi cette petite voix-là. Souvent, ce qu'on va faire, malheureusement, c'est qu'on va pas faire confiance à cette intuition-là. On va la résister. Ça va générer des périodes de mise en question où est-ce qu'on va être vraiment en résistance puis en non, je devrais pas penser comme ça. Donc, c'est souvent ça qui crée la souffrance. C'est le fait qu'on n'accepte pas cette révélation-là. On ne l'observe pas avec une curiosité bienveillante. On est plutôt dans la résistance. Donc, moi, à ce moment-là, quand j'ai eu cette première illumination-là, j'ai vécu énormément de périodes de remise en question. Puis j'ai su à ce moment-là que je voulais influencer positivement les gens autour de moi. Mm-hmm. C'est comme ça que c'est venu. C'est tout ce que je savais. J'avais à peu près 22-23 ans. Mm-hmm. Ça fait à peu près près de 15 ans. Puis je savais que je voulais influencer les gens autour de moi, mais j'avais aucune idée du comment. Donc, pour répondre à ta question, je ne le savais pas du tout que je voulais aider les gens dans leur carrière. Mais à ce moment-là, j'ai eu le premier indice qui était, je sais que je veux aider les gens, mais je ne sais pas encore comment. Mm. Puis après, les 10 prochaines années ont été une quête du comment. Je savais que j'avais une mission et que je voulais aider les gens. Je ne savais pas comment. Et pendant ce temps-là, j'expérimentais le monde du travail. Je vivais dans je travaillais dans des grandes entreprises, je vivais la politique, je vivais les gestionnaires, l'avancement de carrière, cette impatience-là où est-ce qu'on veut avancer. On fait face à des collègues, des fois, qui sont en compétition. On fait face à... Donc, j'étais vraiment dans cet environnement-là, puis j'apprenais à travers ça. Puis j'ai quand même bien réussi à m'en sortir puis avoir un bon avancement. Puis ma carrière était... on pourrait dire était un succès selon la définition du succès de la plupart des gens. Donc, j'avançais, j'avais des promotions, j'étais très bien perçue, j'avais de la bonne visibilité, je recevais des reconnaissances publiques, des récompenses des voyages pour me reconnaître dans mon leadership et tout ça. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai eu encore En fait, cette voix-là, elle partait jamais. Elle me disait que ça marchait pas, le marketing. Donc, même si je restais en marketing, tant que je restais en marketing... J'étais pas bien, j'étais encore à la quête de quelque chose de plus grand où est-ce que j'avais plus un impact sur les gens. Mm. Et là, j'ai découvert ce qu'on appelle le marketing RH. Okay. Donc, le marketing des ressources humaines. Mm. Où est-ce qu'on utilise les outils, la démarche du marketing pour servir les objectifs des ressources humaines, soit être un employeur attractif, recruter des gens, donc rayonner à l'externe comme employeur, mais aussi engager les employés à l'interne et les mobiliser, et les fidéliser et s'assurer qu'ils soient heureux de leur expérience de travail. Et ça me parlait énormément parce que là, j'avais l'expérience de ce que c'était travailler pour une organisation. J'avais l'expérience de me dire, il y a quelque chose qui n'est pas bien fait aujourd'hui dans la communication employée. Donc, j'avais vécu des choses dans mon organisation. Il y avait une grosse fusion-acquisition. Puis, je trouvais qu'on ne mettait pas les employés au cœur de la démarche. On ne se souciait pas suffisamment de comment ils se sentaient. Mm. Et moi, j'avais envie de faire une différence. Mm. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a été clair que j'avais un rôle à jouer dans le fait d'aider les gens ou de servir les gens qui étaient sur le marché du travail. Et je te dirais que c'est à peu près... Ça doit faire à peu près 8 ans. Et c'est là, après, que j'ai continué dans cette voie-là, puis je me suis rapprochée de plus en plus de mon X. Et c'est devenu mon X d'étudier le monde du travail, d'étudier les dynamiques, d'analyser comment se sentent globalement les travailleurs dans le cadre de mes mandats de consultation, où est-ce que je suis toujours en groupe de discussion à écouter des employés me parler de leur expérience, à analyser des données quantitatives de sondage auprès de centaines d'organisations, auprès de plus de 100 000 employés. Et ça m'a donné plein d'informations précieuses sur qu'est-ce que vivent réellement les gens
les travailleurs. Et là, j'ai commencé à faire des capsules sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn, à parler de cette réalité-là. Puis quand j'ai eu ce retour-là des gens qui m'ont dit « On dirait que tu mets des mots sur exactement comment je me suis sentie pendant des années. Merci, ça me fait du bien. J'ai su que j'avais trouvé ma voie. J'ai su que j'étais exactement où est-ce que j'étais supposée être. » Tu fais un très bon travail, tu inspires, tu aides les gens dans leur milieu professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une influenceuse? Ouh! Non! Mais je pense que le mot influenceuse a des définitions très différentes. Si c'est la définition du je reçois des produits de beauté puis je fais des get ready with me, non. Mais impacter les gens. Mais oui, c'est exactement, j'allais dire, si on prend le mot influenceuse et on se dit une influenceuse, un influenceur est là pour inspirer d'une manière ou d'une autre. Puis en passant, je diminue pas du tout l'aspect des produits de beauté parce que ça sert les gens. Les gens veulent savoir quoi utiliser, veulent savoir comment prendre soin d'eux et tout ça. C'est juste que moi, c'est pas de cette manière-là que je le fais. Mais oui, mon but, en fait, c'est les mots que j'avais utilisés quand j'avais 22 ans. Je disais, je veux influencer positivement les gens autour de moi. Mm-hmm. Donc, si aujourd'hui, je peux m'appeler une influenceuse, bien, pourquoi pas? Si j'inspire les gens positivement, je vais prendre le titre que les gens me donnent. Je ne vais pas m'auto-déclarer. Okay. C'est les gens qui décident. Bon, on va attaquer tout de suite. On parle de vie professionnelle et de choix de carrière. Je commence avec une question. Comment reconnaître qu'on n'est plus à sa place dans son travail? C'est une question à laquelle beaucoup de gens ont besoin de réponses. Je crois que ça commence par un mal-être généralisé. Souvent, on a de la difficulté à identifier la source, mais la première chose qu'on va reconnaître quand on est toujours en train de courir après notre queue, d'être dans cette routine-là, de toujours courir, mais sans ressentir le sens dans notre travail, on ressent en général un mal-être. Ce mal-être-là va souvent se manifester par la boule au ventre le dimanche soir. Les fameux blues du dimanche. Ça, j'avais fait une vidéo sur TikTok sur le sujet qui avait beaucoup résonné. Surtout que c'était au retour du congé des fêtes. Plus le congé est long, plus le blues du dimanche pourrait être intense. Cependant, je crois que c'est important de se questionner sur la source de ce mal-être-là quand on le vit. Donc, pour répondre à ta question, comment savoir si on n'est pas à sa place? On va ressentir un mal-être et c'est important de comprendre la source. Est-ce que c'est un mal-être qui est dû à l'environnement de travail qui est, autrement dit, toxique? Donc, ça peut être dans les collègues, ça peut être le boss qui est toxique, qui ne nous fait pas sentir bien. Donc, est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est la culture de l'organisation qui est axée sur la performance, sur la vitesse, sur une espèce d'intensité qui n'est pas en adéquation avec qui vous êtes, qui n'est pas faite pour vous? Il faut quand même garder en tête qu'il y a plusieurs milieux de travail, il y a plusieurs cultures organisationnelles, puis il y a plusieurs types d'individus. Il faut se poser des questions sur soi pour savoir qu'est-ce qui nous correspond le mieux comme culture organisationnelle. Donc, ça se peut qu'une culture ne soit pas toxique, mais ne vous corresponde pas. Soit trop rapide pour vous, soit trop intense pour vous, ou l'opposé, souvent arrive aussi, soit trop lente pour vous, soit trop... vous ne sentez pas assez stimulé, en fait. Donc, première question, c'est est-ce que c'est l'environnement de travail, est-ce que c'est la culture qui pourrait vous faire que vous n'êtes pas à votre place? Sinon, c'est est-ce que votre travail vous amène du sens dans votre vie? Est-ce que c'est important pour vous, ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous voyez une mission ou une cause à laquelle ce que vous faites se rattache, qui vous tient à cœur? Ce n'est pas seulement aider les gens à une cause ou une mission qui nous tient à cœur. Ça peut être une entreprise dont les produits et services sont faits avec beaucoup de respect de l'environnement. Si l'environnement, c'est important pour vous, ça peut être la protection des animaux, ça peut être le fait de produire des produits hautement technologiques qui viennent amener de l'innovation dans la société. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a plusieurs missions à laquelle on peut se rattacher. Ce qui compte, c'est que c'est important pour vous réellement, que vous ressentez que c'est important ce que vous faites.
Donc, ça, c'est une autre situation qui peut vous amener à vous dire que vous ne vous sentez pas à votre place si vous n'avez pas cette connexion-là à une mission. Sinon aussi, ça peut être vous sentez que vous ne pouvez plus grandir au sein de l'organisation. Vous vous sentez un peu statique. Vous stagnez. Oui, exactement. Vous stagnez. Puis l'avancement, c'est pas simplement vertical, c'est aussi horizontal. Oui. C'est simplement de sentir que vous grandissez dans le sens où vous voulez grandir. Donc, vous apprenez des compétences qui vous intéressent, dans lesquelles vous voulez vous développer, dans lesquelles vous êtes passionné. Ou sinon, ça peut être remonter les échelons et vous développer comme ça. Tu as parlé du sens. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la différence que tu fais entre un métier qu'on aime et un métier qui a du sens? Donc, en effet, il y a une différence entre un métier qu'on aime puis un métier qui nous amène du sens parce que pour aimer son métier, j'aime beaucoup prendre la pyramide de Maslow pour illustrer cette idée-là, mais la pyramide de Maslow du travail. Okay. Ce qui veut dire que pour aimer son travail, je dois avoir les premières marches de la pyramide de Maslow du travail accomplies ou répondues. Ces premières marches-là, c'est, quand on passe au bas de la pyramide, c'est beaucoup santé, sécurité. Donc, je me sens en sécurité physique et psychologique dans mon environnement de travail. Ce qui veut dire que c'est un environnement où est-ce que je peux être bien. Le ressenti de ça, ce serait, je me sens bien, je me sens en sécurité physique et psychologique dans mon environnement de travail. La deuxième puis la troisième marche, c'est par rapport au sentiment d'appartenance à une équipe. Donc, je m'entends bien avec mes collègues. J'ai envie d'aller les voir le matin en rentrant au travail. J'ai un sentiment d'appartenance. Après, ça va être beaucoup. Plus on monte, plus c'est l'autonomie, l'accomplissement. Et là, en haut, il y a le sens. Puis mon point, c'est de dire que si les 2, 3 premières marches sont répondues, souvent, une personne, c'est assez pour qu'elle aime son travail. Il y a beaucoup de gens que je connais ou des employés que j'ai interviewés en entrevue ou en groupe de discussion qui vont vraiment dire qu'ils aiment leur travail, même s'ils n'ont pas le sens. Et à l'opposé, il y a beaucoup de métiers en éducation, en santé, où est-ce qu'ils ont beaucoup le sens parce qu'ils sont au service directement, ils sont dans leur mission au quotidien, mais le bas de la pyramide de Maslow n'est pas nécessairement répondu. Donc, ils sont en service, ils se sentent accomplis, mais ils ne sont pas bien dans leur environnement de travail. Ils sont dépassés, ils vivent beaucoup de stress, ils vont faire face à des boss toxiques. Et ça fait qu'ils peuvent malheureusement ne pas aimer leur travail, même s'il y a du sens. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Puis finalement, la dernière chose que j'aimerais dire par rapport à ce point-là, c'est qu'on n'est pas obligé d'associer le sens à notre travail. Okay. Notre travail peut nous aider à nous apporter ce sentiment-là de sens, mais on peut aussi le trouver à l'extérieur de son travail. Donc, ce qui compte, c'est d'être bien et d'aimer son travail. Et si, en plus, on peut avoir du sens, bien là, c'est comme une pierre deux coups. Mais on peut aussi être heureux dans la vie si on va chercher notre sentiment de sens à l'extérieur. Ça peut être avec notre famille, ça peut être avec du bénévolat, ça peut être plein de choses qu'on fait à l'extérieur qui nous donnent ce sentiment-là de contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Moi, c'est comme ça que je parle de sens. Mais c'est pas nécessairement notre travail qui est obligé d'accomplir ça. Je pense que c'est important de se poser cette question-là. Aujourd'hui, tu l'as évoqué aussi, on parle aussi de plus en plus de santé mentale au milieu du travail. Est-ce que toi, tu as des signaux? Oui, tout à fait. Des signes que notre santé mentale ne va pas bien ou qu'on est à la dérive. Souvent, ça commence par de l'hypersensibilité. Donc, en fait, c'est important de comprendre que chaque individu réagit de manière différente. Exactement. Mais je vais en nommer plusieurs. Il y en a qui vont être dans l'hypersensibilité et se sentir à fleur de peau, donc toujours être sur le bord de pleurer, devenir très, très, très sensible à tout ce qu'on reçoit, tout ce que les gens vont nous dire, ce qui arrive, une situation. C'est comme si tout événement qui se passe, toute circonstance est une montagne à nos yeux. Tout est trop. Donc, quand on est, moi, j'appelle ça « overwhelmed »,
je dirais que c'est le sentiment que je ressens le plus. Moi, c'est ça le plus négatif qui arrive dans ma carrière. C'est que je vais avoir des périodes de surcharge où est-ce que je me sens overwhelmed. Par contre, les signaux, je les détecte très, très tôt et je vais tout de suite prendre action avant que ça se rende trop loin. OK. Donc, pour dire que ça arrive à tout le monde. Donc, cette hypersensibilité-là, fleur de peau, il y a d'autres gens que ça se manifeste par de la frustration constante. Ils sont toujours frustrés, sont toujours irrités. Donc, cette grande irritabilité-là, ça aussi, c'est un signe. Sinon, c'est si à chaque fois que vous arrivez à la fin de semaine, au week-end, tout ce que vous faites, c'est récupérer, mais pas récupérer en faisant des activités, récupérer en... Vous avez besoin là, de carrément dormir, vous coucher sur le divan pendant 2 jours pour comme carrément vous remettre de votre travail. C'est pas normal. Si vous n'avez pas l'énergie pour faire des activités, voir des amis, passer du temps de qualité avec votre famille, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous n'avez pas un équilibre. Donc, à ce niveau-là, ce niveau d'épuisement-là, ça va pas. On ne peut pas soutenir ça dans le temps. Puis, je dirais que ça, c'est pas mal les signes, là, qu'en termes de santé mentale, ça va pas. C'est la détresse psychologique, la dépression, quand on arrive à ces signes-là. Puis, je dirais la dernière chose, quand on parle je suis devenue un peu experte sur le phénomène des boss toxiques avec l'étude que j'ai faite, puis les recherches que j'ai faites sur le sujet, les gens que j'ai interviewés. Puis, quand c'est rendu que notre estime de soi, elle est rendue très, très faible et elle diminue et elle se détériore et on ne se reconnaît plus, on ne se fait plus confiance, c'est un signe qu'il y a quelque chose dans notre environnement de travail qui vient jouer là-dessus, puis c'est pas normal, puis ça a des conséquences qui sont très, très, très... qui sont très graves. Quand notre estime de soi est affectée, ça veut dire qu'on va accepter que les gens nous traitent comme de manière moindre que ce qu'on mérite. Est-ce que c'est pas aussi lié à l'incompétence? Peut-être qu'on est incompétent aussi. Ah oui? Ben oui, c'est une super bonne question. Mais en fait, la compétence n'a rien à voir avec notre valeur en tant que personne. C'est là où est-ce qu'il faut distinguer les deux. Moi, je suis incompétente dans plusieurs choses dans la vie. Je suis incompétente en comptabilité. Je suis incompétente en quoi? En biochimie. Est-ce que ça fait de moi une personne qui a moins de valeur, une personne qui est pas une bonne personne, qui n'aide pas les autres? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la perception que j'ai de mon identité. Donc, quand on parle de l'estime de soi, c'est important de dissocier ça de notre compétence. Donc, ton point, c'est de dire, si c'était le cas, là, si la personne était réellement incompétente dans un domaine donné, eh bien, c'est simplement de faire cette analyse-là puis de se dire, bien, est-ce que je veux... Premièrement, OK, je dois développer ces compétences-là. Je ne suis pas de niveau. Je ne suis pas au niveau. Est-ce que j'ai envie de développer ces compétences-là? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça me passionne? Est-ce que ça m'amène à accomplir quelque chose qui me fait rêver? Deuxièmement, est-ce que c'est accessible pour moi? Est-ce que je peux aller chercher de la formation pour le faire et tout ça, si c'est ce que je veux? Puis, si c'est pas le cas, si je veux pas me développer là-dedans, bien, peut-être que je dois me questionner sur un changement de direction, sur aller changer de compétences. Puis moi, j'ai vraiment la croyance profonde qu'on a tous des compétences pour lesquelles on est naturellement plus doué. Donc, moi, j'ai naturellement, moi, la prise de parole publique, c'est quelque chose que j'adore faire, puis j'avais une compétence pour le faire. J'étais pas du tout au niveau où est-ce que je suis aujourd'hui. Je l'ai développé, mais je suis partie d'une base qui est peut-être plus élevée que la moyenne des gens parce que c'est une compétence naturelle. Moi, je crois qu'on doit tendre vers nos compétences naturelles parce que c'est ce qui nous demande le moins d'efforts et qui nous donne le plus d'énergie en général. Performance et bien-être, quelles sont tes astuces pour garder l'équilibre entre les deux? Bien, en fait, je rebondis sur l'autre réponse parce que c'est exactement... Pour moi, c'est la même chose. Pour être performant, on doit miser sur notre zone de compétence. Donc, on doit se questionner sur quelles compétences est-ce qu'on maîtrise le plus naturellement possible. Ça veut dire que pour un plus petit nombre d'heures, je suis capable de performer naturellement plus que la plupart des gens. J'ai pas à me tuer au travail ou à faire
à arrêter, à ne pas arrêter sans cesse pour performer dans un certain domaine ou dans une certaine tâche. C'est de trouver cette zone de compétence-là. Comme moi, j'ai ma zone de compétence où est-ce que j'ai pas besoin d'énormément de préparation pour quelque chose et je vais quand même performer. Donc, j'essaie de me situer là parce que c'est ce qui me donne le plus d'énergie, qui me draine le moins d'énergie et donc qui va résulter à mon bien-être. Mon bien-être, c'est d'avoir de l'espace pour faire mes rituels personnels qui m'amènent à me sentir bien. Pour moi, c'est bouger, c'est m'entraîner, c'est d'avoir des moments pour moi de relaxation, pour prendre soin de moi et des moments avec les gens que j'aime et mes proches. Si je n'ai pas ce temps-là pour moi ou avec mes proches, je ne suis pas bien. Je ne vis pas le bien-être. Donc, j'essaie de sentir que je performe, mais en me concentrant sur ma zone de compétence. Comme ça m'amène à performer plus rapidement avec un plus petit nombre d'heures et d'avoir plus de temps pour moi. Donc, je dirais que c'est comme ça que je verrais cet équilibre-là. C'est d'arrêter d'associer la performance avec un grand nombre d'heures. Et au lieu, focusser sur les tâches et les activités qui nous donnent de l'énergie. Donc, 4 heures passées à enseigner peut drainer certaines personnes et peut énergiser d'autres personnes. Et moi, quand j'ai enseigné à l'université l'année passée, j'arrivais, puis là, je venais de travailler toute la journée, j'avais un cours à 3h30, je me disais, mais comment je vais faire pour avoir de l'énergie pour enseigner pendant 3h30? J'arrivais avec aucune énergie, puis dès que je commençais à enseigner, on dirait que j'avais un moteur qui était attaché à mon dos, je me disais, mais mon Dieu, je me sens tellement pleine d'énergie, ça vient d'où tout ça? C'est parce que, pour moi, enseigner, puis les étudiants, ça venait vraiment me donner de l'essence pour pouvoir performer. Puis après, les gens me disaient « Wow, vous êtes vraiment dynamique, ça nous aide vraiment beaucoup. » Donc, on peut dire que je performais, mais c'est parce que je focusais sur une zone de compétence qui est encore une fois la prise de parole publique, qui, moi, m'énergise. Ce qui fait que même si j'ai travaillé peut-être 8 à 12 heures cette journée-là exceptionnellement, c'est des tâches qui m'ont énergisée. Peut-être même que le soir, je vais avoir envie de faire une activité sociale parce que je vais être encore sur ce high-là. Donc, pour moi, c'est de trouver vraiment ces tâches-là qui nous apportent de l'énergie et non nous drainent. Personne n'est réellement indispensable dans son travail. Qu'est-ce que tu veux réellement dire par là? En fait, j'ai même envie de le reformuler parce que ce vidéo-là a bien fonctionné, mais je pense que la vraie manière dont j'aurais voulu l'exprimer, c'est personne n'est irremplaçable. OK. Ce qui veut dire que je crois que personne n'est... Il y a des gens qui deviennent indispensables, entre guillemets, dans leur travail, mais c'est un problème. Donc, ils deviennent tellement compétents et leur employeur va vraiment miser beaucoup sur eux et compter beaucoup sur eux. Et ces gens-là vont finalement se transformer en pieuvres ou est-ce qu'ils vont tout faire, les autres tâches connexes? Ils vont tellement bien connaître l'organisation qu'ils vont... Il y a personne d'autre qu'eux qui pourrait aussi bien naviguer dans leur rôle qu'eux le font. Et donc, ils deviennent indispensables. Mais moi, mon point, c'est de dire, vous n'êtes pas irremplaçable ou vous n'êtes pas réellement indispensable dans l'absolu. Et ce qui est dangereux quand on se sent indispensable, c'est qu'on va agir comme une personne qui est indispensable et négliger tout le reste de notre vie parce que notre employeur a tellement besoin de nous. Qu'est-ce qui arrive si je prends des vacances? Qu'est-ce qui arrive si je pars plus tôt du travail parce que j'ai mon cours de yoga? Eux, ils ont besoin de moi. Et le double tranchant de ça, c'est que votre employeur est quand même juste un employeur. C'est une entreprise qui doit faire des profits, qui doit faire des ventes. C'est ça l'objectif ultime d'une entreprise. Et si votre employeur a des choix difficiles à faire financièrement, bien, ça se peut que votre poste y passe. Votre employeur a même si vous êtes un employé, une employée pour lui, que vous peut-être qu'il tient à vous, il ne va pas hésiter à prendre des décisions difficiles quant à votre rôle, quant à votre salaire. Et donc, c'est important que vous le traitiez de la même manière. On peut s'investir pour un employeur, mais pas au détriment de son propre bien-être. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Après, est-ce que ce n'est pas aussi lié aux ambitions? On veut grimper les échelons, là? Peut-être aussi?
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire lié aux ambitions? Je travaille pleinement, je me donne à fond pour que je puisse grimper, monter en grade, etc. Oui, et c'est important de s'engager à ce niveau-là si on a un retour de la part de l'employeur. Donc, si l'employeur nous le rend bien, mais moi, je pense que tout comme dans une relation personnelle, il faut s'investir dans la même mesure que l'employeur va investir en nous. Il ne faut pas donner à outrance si on ne reçoit rien en échange. Si un employeur est bienveillant avec moi, me traite bien, me donne des avantages, me fait sentir bien, est à mon écoute, me permet de m'accomplir et de développer des compétences qui m'intéressent, eh bien, je lui donne en retour. Puis, je veux pas trop traiter ça de manière transactionnelle parce que quand on est passionné par quelque chose, il faut pas compter nécessairement ses heures. Puis moi, je suis la première à être très, très engagée quand je travaillais pour des organisations parce que je suis une personne intense et passionnée. Je fais ça naturellement. Et donc, tant que vous vous sentez bien là-dedans, tant que vous vous sentez respecté, continuez à être engagé, continuez à vous donner, puis pour pouvoir justement monter puis montrer à votre employeur que vous êtes engagé. Je suis la première à dire, bien, si tu veux une promotion, montre qu'on peut compter sur toi et que tu te soucies de ton employeur, que tu es engagé. Pour moi, c'est normal, ça, d'être engagé, mais jamais au détriment de son bien-être. C'est ça, mon message. C'est juste ça. Quand c'est rendu ça génère un mal-être en nous, quand c'est rendu que ça détériore notre estime de soi et qu'on ne se sent pas respecté, c'est là où est-ce que ça ne fonctionne plus. Tu parles de type de relation au travail. Est-ce que tu peux nous développer ça aujourd'hui aussi? Oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai découvert une recherche qui a été faite par l'Université Yale qui met en lumière 3 types de relations que les individus ont de manière globale avec leur travail. Je trouvais ça super intéressant, premièrement, parce que ça reconnaît qu'on est tous différents. Il n'y a pas une recette miracle d'épanouissement du travail pour tout le monde. Et la première question à se poser, c'est quelle est ma relation, moi, avec mon travail? Et il y a 3 types de relations. La première s'appelle job, la deuxième carrière et la troisième vocation. Job, ça veut dire que pour moi, mon travail, c'est justement plus transactionnel. Ça me permet de payer mon loyer, mon hypothèque, subvenir aux besoins de ma famille. Je travaille parce que j'ai pas le choix, parce que je veux payer mes dépenses, je veux avoir accès à des avantages, puis c'est comme ça, dans la société, on doit travailler. Peu importe le travail, c'est pas vraiment important pour moi. Je veux juste être bien, puis qu'on me laisse tranquille. Donc, vraiment, là, le job de base. Puis, il y a plein de gens pour qui leur travail, c'est simplement un job, puis c'est bien correct comme ça. Ce qui compte, c'est que de manière globale, dans votre vie, vous vous sentez épanoui. Comme j'ai dit, le sens, on n'est pas obligé de le trouver dans le cadre de notre travail. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont être très investies à l'extérieur de leur travail, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans des associations, dans leur communauté aussi. Certaines personnes, ça va être même à l'église, dans la spiritualité, ils vont beaucoup s'accomplir et leur travail leur permet simplement de subvenir à leurs besoins. Puis c'est bien correct comme ça, si on l'assume, si on est conscient, puis notre vie, elle est épanouie de manière globale. Mais ça, je pense que personne ne peut contourner ça, l'épanouissement de manière globale. Mais bref, on va en reparler à un autre moment. Donc ça serait vraiment la job, les gens qui s'identifient à ça. La deuxième orientation, qu'ils l'appellent dans la recherche, c'est carrière. Donc, c'est les gens qui sont très motivés, engagés, ont beaucoup d'ambition et vont vraiment viser à monter les échelons, à progresser dans leur carrière. Puis pour eux, c'est vraiment c'est très lié à cette quête-là d'un statut d'avancement, puis surtout d'avancement vertical. Donc, pour eux, c'est ça. C'est moi, je veux avancer, je veux me développer, ma carrière, c'est important pour moi. Le troisième, ça s'appelle la vocation. C'est des gens pour qui la carrière est partie intégrante de leur vie et de leur identité. Souvent, des gens, ça peut être des artistes qui, pour eux, leur travail est une expression de soi. Le fait de peindre, peu importe le type d'art, ils n'ont pas le choix de le faire. Ça sort d'eux-mêmes, ils le feraient sans être payés. Par contre, dans la vie, on a des factures à payer, on n'a pas le choix. Donc, souvent, on essaie que nos passions deviennent notre travail et tout ça. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas s'empêcher de faire ça, ce qui fait que notre travail fait vraiment partie intégrante de notre identité.
Moi, c'est la relation que j'ai avec mon travail. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas. La plupart de ma vie, ça a été carrière parce que je n'avais pas encore trouvé ma vocation. Donc, c'est aussi important de prendre conscience que notre relation avec notre travail peut évoluer et peut changer à travers le temps et c'est bien correct comme ça. Quand tu dis ça, cela sous-entend clairement que tout le monde n'est pas carriériste. Oui, 100%. J'adore que tu l'aies résumé comme ça. Je crois que j'avais fait une vidéo qui avait ce titre-là où je ne l'ai pas enregistré, mais oui, tout le monde n'est pas carriériste. Simon Sinek aussi a fait une vidéo qui disait exactement ça. Tout le monde n'est pas carriériste parce qu'on n'a pas tous la même relation avec notre travail. Et moi, un mythe que j'aime bien déconstruire ou une croyance que je trouve qu'on a... Quelque chose qu'on n'a pas bien compris sur le monde du travail, c'est souvent, on va laisser notre travail se servir de nous ou nous utiliser, tandis que notre travail devrait être au service de notre vie. Moi, je crois que c'est important de comprendre ce dont on a besoin dans notre vie de manière globale pour se sentir épanoui, puis que notre travail devrait être choisi pour pouvoir combler ces besoins-là. Dans certains cas, ça peut être, moi, j'ai besoin de stabilité, de conditions, d'avantages sociaux. Ça, c'est la base et mon travail me sert à ça. Mais les autres aspects qui m'amènent l'épanouissement, je les couvre en dehors de mon travail. D'autres personnes, leur travail leur permet de combler des vides par rapport à leur passion, à développer des compétences ou à leur sentiment de sens. C'est leur travail qui leur sert à ce niveau-là. Donc, c'est important si on n'a pas d'intention par rapport à notre travail va se servir de nous. C'est là où est-ce qu'il faut être très intentionnel et vigilant. Tu parles souvent de boss toxiques, mais il y a aussi des employés qui sont toxiques. Oui, donc c'est un commentaire que je reçois souvent parce que moi, j'ai décidé de focusser sur les boss toxiques parce qu'ils sont en situation de pouvoir, ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus de potentiel de nuire et de faire des dommages collatéraux autour d'eux. Mais bien sûr qu'il existe des employés toxiques parce qu'il existe des gens toxiques de manière globale. Des gens qui ne sont pas assez conscients d'eux et de l'effet qu'ils ont sur les autres. Des gens qui ne sont pas capables de réguler, de gérer leurs émotions et donc qui ont un impact collatéral assez dommageable sur les gens autour d'eux. Ou des gens qui sont en quête de pouvoir tout court ou souvent, en fait, ça cache une insécurité. Donc, des gens qui sont profondément insécures, qui vont beaucoup vouloir se prouver et des fois marcher sur les autres pour pouvoir se remonter. Ça existe autant au niveau des boss qu'au niveau des employés. Donc, je ne nie pas le fait qu'il y a des employés toxiques. C'est juste que moi, j'ai décidé de parler des boss toxiques parce que c'est vraiment l'enjeu numéro 1 qui a un effet négatif sur la santé mentale des gens sur le marché du travail. Comment détecter un environnement de travail toxique? Comment on les détecte? Un élément qui peut nous le révéler, c'est quand on sent qu'on est toujours en train de marcher sur des œufs, quand on s'exprime. Le côté politique est tellement prononcé qu'on ne peut plus rien dire. Il y a des mots qu'on ne peut pas exprimer. Il ne faut pas dire ce mot-là, il faut dire ce mot-là. Donc, cette espèce de sentiment-là qu'on marche toujours sur des œufs, ça, c'est pas bon pour le système nerveux. Là. Ça crée un stress constant. La deuxième chose, c'est le fait qu'on ne peut pas être authentique. On ne sent pas qu'on peut être nous-mêmes, qu'on peut être soi de manière décontractée. Puis bien sûr, on est dans un environnement de travail, il faut rester professionnel. Exact. Mais si je sens que je ne peux pas, ma personnalité n'est pas la bienvenue ou n'est pas accueillie, ou mes différences ne sont pas accueillies dans mon milieu de travail et que je dois respecter un moule très rigide et restreint quant à ma personnalité, ma personne, mon bagage, ça, c'est souvent un indicatif que l'environnement de travail n'est pas inclusif et ça, c'est presque automatiquement toxique. Parce que finalement, c'est quoi être différent? Tout le monde est différent. Mais une organisation, souvent, va avoir choisi un moule très précis de ça,
c'est ça la compétence. C'est des gens qui sont exactement comme ça, puis on a décidé un peu comme l'armée, là, puis une espèce de convention. Il y a juste ces gens-là qui sont valides et dont l'opinion est valide, puis on veut juste ces manières de penser-là. Toutes les manières de penser qui sont hétérogènes, qui sont différentes et globalement qui seraient riches et qui nous amèneraient à innover. Mais ça, on n'est pas ouvert à ça. Ça ne nous intéresse pas parce que ça nous amènerait à changer. On aurait besoin de changer, puis on n'a pas envie de changer. Les gens n'aiment pas les changements. Non. Mais savez-vous que les organisations sont le reflet des individus? Une organisation, c'est simplement des centaines d'individus. Donc, si une personne n'aime pas changer en général, donc notre cerveau, il est fait comme ça biologiquement, eh bien, les organisations, c'est pareil. On n'aime pas changer. C'est inconfortable. Mais c'est malheureusement incontournable. Puis pour être un milieu inclusif, il faut pas juste accepter ou tolérer la différence, mais la valoriser, la voir comme une richesse dans notre organisation. Parce que c'est grâce à cette différence-là qu'on évolue. C'est la collision d'idées et d'opinions qui nous fait évoluer comme société. Sinon, on fonctionnerait encore comme dans l'ère préhistorique, dans le Moyen Âge, où est-ce qu'il y avait beaucoup d'iniquités et de traitements qui ne respectaient pas les droits humains. Donc, pour moi, on a reculé dernièrement avec Trump, pour être honnête, et c'est très effrayant. Mais moi, j'ai foi en l'humanité, j'ai foi que ça va se rétablir, et c'est indispensable qu'on le fasse, parce que sinon, les droits humains ne deviennent même plus une priorité. Ça, c'est... Qu'est-ce qui fait de nous des êtres supérieurs, les humains, si on n'est même pas capable d'être digne et d'être respectueux? Okay. On va voir les questions de mise en situation. J'aime ça, moi, poser des questions de mise en situation. Je commence par... Une personne te dit « Je gagne bien ma vie, mais je me lève chaque jour avec une boule au ventre. » Quelle est ta première réaction? Ma première réaction, c'est de demander pourquoi, d'aller à la source, d'essayer de comprendre la boule au ventre est générée par quoi. Donc, j'avais mentionné ces différents éléments-là. Est-ce que c'est parce que cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est pas important pour elle? Il n'y a pas de sens à ce qu'elle fait? Est-ce que c'est parce qu'elle est dans un environnement toxique ou avec un boss toxique? Est-ce que c'est parce qu'elle ne grandit pas à la mesure de son potentiel? Est-ce que c'est parce qu'elle a un rêve qu'elle aimerait accomplir, mais qu'elle n'est pas dans l'environnement qui lui permet de s'en aller dans cette direction-là? Donc, la boule au ventre, faut pas la diaboliser. C'est un indice. C'est un indice, c'est un questionnement. C'est quelque chose qui nous amène à réfléchir et à changer de direction. Donc, il faut l'observer avec une curiosité bienveillante. Un jeune diplômé hésite entre accepter un emploi alimentaire ou continuer à chercher le poste idéal. Que lui conseilles-tu? Je lui conseille d'essayer. Je lui conseille d'expérimenter. Parce que c'est en expérimentant, puis en essayant plusieurs tâches et plusieurs domaines, qu'on sait qu'est-ce qui est fait pour nous ou pas. Souvent, on se fait des idées où, justement, quand on est aux études, on se dit « Ah, moi, je veux vraiment être médecin. » Mais peut-être qu'en réalité, cet emploi-là n'est pas du tout fait pour toi. Peut-être que les horaires, c'est impossible. Peut-être que le milieu, ça ne fonctionne pas. Peut-être que le sang te fait t'évanouir. Peut-être que ça ne fonctionne pas du tout. Si on ne l'essaye pas, on ne peut pas le savoir. Donc, je lui dirais, expérimente. Fait que, oui, lance-toi, essaie d'autres jobs. Tout à fait. Une mère de famille souhaite reprendre sa carrière après plusieurs années d'arrêt. Par où commencer? Par se reconnecter à elle, à son identité. Donc, être en congé de maternité, moi, je l'ai vécu. Souvent, les femmes qui vont revenir sur le marché du travail après un congé de maternité vont trouver ça très, très difficile parce qu'elles n'ont pas pris de temps à se reconnecter à elles, à leur identité, à leur confiance en soi. Il va y avoir beaucoup d'insécurité de est-ce que je suis partie trop longtemps, puis là, j'ai peut-être perdu le rythme? Est-ce que j'ai perdu des compétences? La réponse, c'est non. On développe tellement plein de compétences qui sont complémentaires, qui sont riches pendant notre congé de maternité. Puis là, 1 an, à un certain moment, il faut se calmer. Donc, on a ces insécurités-là, mais c'est ce qui va, après, générer une spirale infernale de doute, d'estime de soi faible. Sur le marché du travail, c'est la pire idée d'embarquer sur le marché du travail avec ça parce que tout va venir impacter négativement votre santé mentale. Donc, se reconnecter à soi, à sa confiance en soi,
puis se reposer des questions par rapport à nos valeurs. Parce que souvent, pendant un congé de maternité, nos valeurs vont même pas juste évoluer, mais se solidifier. On ne peut plus revenir en arrière et se fermer les yeux sur ce qu'on faisait. On doit sentir... Je pense que beaucoup de femmes, à partir de quand il y a un enfant, on dirait que le sens devient... La quête de sens devient inévitable. On cherche à faire quelque chose qui est important pour nous. Sinon, pourquoi est-ce qu'on serait séparé de notre bébé? Mm-hmm. Il faut que ce soit quelque chose qui est significativement important et qui m'apporte un épanouissement. Sinon, ça ne vaut pas la peine de me séparer de ma famille. Donc, cette introspection-là, ce questionnement-là est essentiel avant de retourner sur le marché du travail. Vraiment, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je veux accomplir avec mon travail? Et d'avoir confiance en soi. Un salarié veut se reconvertir, mais son entourage lui dit qu'il rêve trop grand. Comment l'accompagnes-tu dans cette décision? Moi, je veux que les gens arrêtent d'écouter les personnes autour d'eux qui n'ont pas accompli ce qu'ils souhaitent accomplir. Pourquoi est-ce qu'on écouterait quelqu'un qui a une vie qui ne nous inspire pas? Si cette personne-là, elle, n'a pas réussi à accomplir ce que nous, on aspire à accomplir, pourquoi est-ce que cette personne aurait les compétences pour nous guider dans un rêve que cette personne-là n'a pas accompli? Donc, c'est plate à dire, mais je pense qu'on écoute trop nos proches et que leurs peurs et leurs limites deviennent notre propre plafond de verre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit être très vigilant parce que beaucoup de personnes vont s'arrêter dans leur rêve, dans leur élan, parce qu'ils ont peur de ce que leurs proches vont dire sur leur rêve. Mais vos proches n'ont pas la vérité absolue. Donc, je ne dis pas de jamais les écouter, mais c'est important d'en prendre et d'en laisser. Et à la place, laissez-vous davantage guider par des mentors, par des gens qui sont soit sur le chemin de ce que vous souhaitez accomplir ou ont déjà accompli une partie ou l'intégralité de votre rêve. Ces gens-là vont venir vous donner leur juste sur vos démarches, sur vos plans, parce qu'ils savent que c'est possible, ils l'ont fait. Avant-dernière question de mise en situation. Quelqu'un pense que c'est trop tard pour changer de voie à 45 ans. Que leur réponds-tu? Vous n'êtes pas mort à 45 ans. Moi, j'ai envie de vous dire, toutes les décisions que moi je prends aujourd'hui, depuis que j'ai 35 ans, je me mets à la place de la Laura qui a soit 75 ans ou qui est sur son lit de mort et qui va regarder sa vie à 45 ans et se dire, mais tu avais encore 30 belles années actives devant toi et tu aurais pu passer ces 30 années-là à t'épanouir dans quelque chose qui te fait triper. Ou versus, je regarde en arrière dans ma vie et je me dis, j'ai passé 30 années à regretter de ne pas avoir fait le saut. Donc, toutes les décisions que je prends, je leur fais passer le test du lit de mort que j'appelle. Donc, si je suis sur mon lit de mort, est-ce que je vais regretter ou je vais être contente de l'avoir fait? C'est une belle manière de voir les choses pour éviter les regrets plus tard. Tout à fait. Et surtout parce que j'ai étudié les regrets des... En fait, j'ai regardé les recherches qui ont été faites sur les regrets des personnes mourantes. Et c'est ça, les regrets qu'ont les personnes mourantes. Donc, je ne veux pas avoir ces regrets, moi, sur mon lit de mort. Une personne en poste stable veut tout quitter pour lancer un projet entrepreneurial. Quels sont les bons réflexes à avoir avant de sauter le pas? Les bons réflexes, c'est de se questionner sur son why, sur son pourquoi. Pourquoi est-ce que réellement on veut faire ça? Parce que je ne vais pas vous cacher, ayant fait le saut dans l'entrepreneuriat, moi, je n'ai plus d'employeur. Je suis passée de la sécurité, de la stabilité à l'insécurité financière, à 100%. Et donc, pourquoi est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites juste parce que c'est cool d'être entrepreneur? Est-ce que vous le faites juste parce que vous croyez que ça va vous donner parce que ce mode de vie est tellement valorisé. On voit sur les médias sociaux des gens qui sont comme « Moi, je suis toujours à la plage, je fais de l'argent, revenu passif, j'ai les yeux fermés puis je fais de l'argent, je vis la liberté financière et donc c'est pour ça que je vais être entrepreneur. » Attention, vous risquez de... Disons que vous n'allez pas juste faire le saut, vous allez tomber de haut de votre falaise, là, parce que c'est pas ça la réalité. Ça peut être la réalité, mais je crois profondément que ça peut pas être le motif de pourquoi vous faites le saut. Je crois qu'il faut être attaché à une mission, à une expression de soi, à quelque chose de très profond qui justifie le fait de s'en aller à son compte. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que vous avez une bonne tolérance au risque? Parce que vous passez d'un mode de vie
à très faible risque parce que vous avez une sécurité financière à un mode de vie où est-ce que là, vous prenez des risques, là. Là, vous n'avez pas de sécurité financière. Est-ce que vous êtes réellement prêt à vivre avec ça? Est-ce que votre système nerveux et votre corps a envie de vivre ça au quotidien? Moi, je l'ai découvert en le vivant quand j'ai eu des périodes où est-ce que je savais pas le prochain contrat à l'arrivée quand. Et à ma grande surprise, c'est venu me motiver. J'aurais jamais pu savoir comment j'aurais réagi face à ça. C'est venu me motiver. Et je me suis dit, OK, je suis vraiment fait pour ça. Et finalement, le troisième point, c'est le mode de vie. Est-ce que vous avez envie d'une vie globalement ou est-ce que vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneur? Ce que ça veut dire, c'est combien d'heures est-ce que vous voulez travailler par semaine? Est-ce que vous voulez avoir un horaire défini? Et toutes ces questions-là par rapport au mode de vie et à l'argent que vous souhaitez avoir, vous devez vous les poser, ces questions-là, parce que globalement, c'est super important pour votre vie. Donc, je dirais que ça serait ça, les 3 points à valider avant de se lancer. OK, merci à toi. Question vrai ou faux, sans commentaire. OK, sans commentaire. Alors, ça, c'est pas facile, hein? On commence. On doit forcément faire de sa passion son métier. Faux. Le bonheur au travail dépend uniquement du poste qu'on occupe. Faux. Se convertir, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Convertir? Qu'est-ce que ça veut dire? Changer de carrière. Ah! Changer Faux. de cap. Le syndrome de l'imposteur touche surtout les femmes. Davantage les femmes. Vrai. Il faut rester au moins 5 ans dans un poste pour que ce soit bien vu sur un CV. Faux. On peut réussir professionnellement sans jamais passer par un moment de doute. Faux. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est un mythe dans les carrières ambitieuses. Joker? Ouais, Joker. Je vais faire une capsule séparée pour répondre à ça. Ouais. Changer de carrière, c'est recommencer à zéro. Faux. Si tu ne fais pas d'heures supplémentaires, tu manques de motivation. Faux. Il faut tout donner au travail pour réussir. Vrai. Ton travail ne définit pas ta valeur. Vrai. On peut réussir sans écraser les autres. Vrai. Un poste prestigieux ne garantit pas l'épanouissement. Vrai. C'est tout pour mes questions vraies ou faux. Alors, on va rapidement vers la fin, je pense. Est-ce que tu proposes des accompagnements ou de formations? Comment on fait pour te contacter? Pour bénéficier de mes services. Exactement. D'abord, au sein des organisations, auprès des organisations, j'offre des formations. Donc, des formations de leadership conscient, des formations sur l'engagement employé. Ça peut être, je donne beaucoup de types de formations sur mesure, donc pour améliorer le bien-être au travail. Donc, ça, c'est auprès des organisations. Donc, c'est les gens des RH qui vont me contacter. Je donne des conférences comme auprès d'InfoPresse, par exemple, sur plusieurs sujets. Des fois, c'est dans des OBNL. Donc, oui, conférences, formations. Sinon, j'ai mes pages de médias sociaux où est-ce que je donne des conseils gratuitement sur mes capsules sur Instagram, Laura Parent sur TikTok, Laurent Baramba, experte vie pro. Puis, mon site internet, lauraparent.com, où est-ce que j'ai des outils gratuits, où est-ce qu'on peut commander mon livre, etc. Oui, tu parlais de ton livre. Il est déjà disponible? Oui, il est disponible en précommande et je suis encore en train de l'écrire. Okay. Donc, le livre sur les boss toxiques, oui, pour aider à surmonter, faire face et se reconstruire après avoir vécu un boss toxique. Ouais. Pourquoi tu ne fais pas du coaching personnel? C'est une intuition. C'est là où est-ce que c'est pas nécessairement rationnel, mais j'ai envie d'aider les gens en groupe. Okay. J'ai envie d'aider les gens à grande échelle. C'est comme ça que je l'ai toujours vu. D'un point de vue personnel, j'ai plutôt envie d'avoir un impact. Chaque personne que je vais rencontrer sur mon chemin, je vais être bienveillante, les écouter et je veux leur apporter du confort. C'est comme ça que j'interviens d'un point de vue personnel. Mais pour moi, le coaching personnel prendrait trop de temps dans mon horaire et diminuerait donc mon impact. Parce que pendant ce temps-là, je ne peux pas écrire de livres, je ne peux pas donner de conférences où est-ce que là, je touche des centaines de personnes. Oui. C'est vraiment comme ça que je le vois. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a un conseil que toi, tu aurais aimé recevoir en début de carrière? Tout à fait. Et que j'ai appris juste trop dernièrement, en tout cas dans ma vie personnelle. Apprends à te respecter et les autres vont suivre.
il n'y a pas de meilleure manière de réussir au travail que de réellement se respecter. Et c'est hallucinant comment les autres autour de vous vont vous traiter avec respect et protéger votre temps ou respecter votre temps, respecter vos valeurs, respecter votre opinion. Et si on ne se respecte pas soi-même, ça ne peut pas arriver. Donc, apprendre à se respecter soi et se valoriser soi va directement être reflété dans votre environnement externe. Puis au travail, c'est plus vrai que jamais. C'était bon. Est-ce que tu as un mot de la fin hormis ça? J'ai juste envie de dire à toutes les personnes qui vivent une période de doute, de questionnement, je sais que c'est hyper intense parce que je l'ai vécu. Oui. Souvent, on entre en mode panique. Et j'ai envie de vous dire, premièrement, faut normaliser ça. C'est tellement normal d'avoir des doutes. Des doutes, c'est simplement, possiblement une redirection. C'est un signe d'intelligence que vous êtes en vie, que vous vous souciez de votre bien-être et de votre épanouissement, que vous croyez assez en vous pour savoir que vous méritez d'être épanoui au travail. Donc, évidemment, vous allez douter parce que vous allez vous dire, OK, j'analyse la situation. Est-ce que là, je suis bien là? Ça, c'est hyper sain de le faire. Donc, déjà, si vous acceptez que le doute, c'est normal, ou d'accepter la situation que vous... En ce moment, peut-être que vous y voyez pas clair et que vous avez des doutes, mais c'est correct. Et vous avez le temps. Moi, ça, je l'ai juste réalisé il y a 3 mois, parce que je me sentais toujours pressée dans la vie et toujours en retard même dans la vie. Et juste de respirer, de me dire, tu as le temps. Fais confiance que si un jour à la fois, tu travailles pour quelque chose qui est important pour toi, tu vas tous recevoir ce que tu es supposé recevoir et ce qui va te rendre épanoui. Un jour à la fois. Un jour à la fois, exactement. J'aime beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation, Laura Parent. Merci Jean-Luc, c'était un plaisir. Moi également. Et merci à vous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on a reçu Laura Parent qui est experte en vie professionnelle. Rendez-vous au prochain numéro.